Ton ami, c'est moi. Viens là, mon petit. Non, je suis pas ton ami. Je suis le professeur K.O. Dégage, je vais te niquer la gueule, Freddy Griffe de merde. Approche-toi, je vais te la mettre. Vous... Non. Non, non, non. Easy, ah. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Je m'occupais en attendant qu'on tourne la vidéo. Ah oui, c'est vrai. On s'y met maintenant? Oui, peut-être. Allez. Salut à tous. Salut. 3 mois après, 2 mois après. On l'avait dit, hein, lors de la Ouais. dernière. Bon, je trouve qu'on a été vachement plus rapide que les précédentes. Et là, on va faire un nouveau truc. Ah oui, d'abord, vous avez sans doute remarqué, il y a eu du changement. Nicolas a pris un peu de proie. Voilà, je suis désolé, l'été c'était compliqué, j'ai beaucoup mangé. Ouais, la raclette. Le coffret est tombé. Le sujet. On a voulu essayer un nouveau truc. On va essayer de traiter de 3 films. Peut-être 4. Mais plutôt 3. Voilà. Voilà. Disons que vu qu'on est un peu à la bourre en termes de vidéos, hein, on va essayer de condenser un petit peu ce qu'on a vu dernièrement, en étant Donc, clair et concis. moi, je vais parler de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, qui est sorti il y a 3 semaines, 4 semaines maintenant. Et avec Nicolas, on parlera de Toy Story ensemble, et Nicolas parlera... T'as choisi quoi? Le Roi Lion, Dora? Ou tu gardes le gâteau pour la fin? suspense, non, attends, je vais peut-être dire un mot sur le Roi Lion, en fait je vais peut-être dire au moins un mot sur le Roi Lion pour en parler. Ok. Dora, je peux glisser une phrase vite fait, mais voilà, parce que j'ai vu plus de trucs que lui, mais j'ai peut-être vu des trucs moins intéressants à discuter. Ouais, mais si c'est pour dire que c'est bien Dora, je couperai au montage. On commence par quoi? Bah, prenons le gros du morceau, prenons le gros gâteau, prenons Once Upon a Time in Hollywood. Ok. Il était une fois à Hollywood pour les non-anglophones. Exactement. Eh bien, Once Upon a Time in Hollywood, avant de vous en parler, j'aimerais vous faire un point sur l'année que Quentin Tarantino a choisi pour faire ce film, 1969. Pourquoi 1969? Parce qu'avant, le cinéma hollywoodien était régi par un code qu'on appelle le code Hays, un code, si vous voulez, qui a été rédigé et institué dans les années 30, d'ailleurs de 34 exactement à 66, qui avait pour but en fait d'établir des règles dans le cinéma. Il faut savoir qu'à cette époque-là, ce qu'on appelle l'âge d'or du cinéma hollywoodien, qui s'étend des années 30 jusqu'à la fin des années 60, tout était régi par les gros producteurs, les grosses maisons de production, c'est-à-dire Universal, Paramount, la Fox, qui c'est que j'ai oublié aussi, Goldwyn Mayer, la MGM. La MGM, voilà, et c'est eux qui décidaient tout. Mais quand je dis tout, c'est tout, de la chaîne de la distribution aux réalisateurs, aux acteurs, au planning de tournage, au budget. Il n'y avait aucune, si vous voulez, aucune liberté là-dedans, c'était eux qui décidaient tout. Donc il y a des choses qui n'ont pas vraiment changé non plus. Ouais, enfin si quand même, hein, là-dessus Oui. ça évoluera, on le verra après, mais... Et en fait... ces codes-là interdisaient de traiter de certains sujets comme la sexualité, tout ce qui est en la rapport, ségrégation, voilà, tout ce qui est en rapport avec la ségrégation, la sexualité, il y avait aussi toute la politique, la corruption, la religion aussi. tout ce qui pouvait nuire à C'est pour ça qu'il y avait la religion. La religion aussi, et enfin, il fallait Faut pas en parler en mal. En mal, voilà. Les choses qui pouvaient... tout ce qui pouvait détourner du droit. Tout ce qui était satirique, en fait. Et ça avait pour but, en fait, si vous voulez, ces règles-là, de pouvoir diffuser les films dans tous les États américains, même les plus puritains. Voilà. Et en 66-67, ce qui s'est passé, c'est que avec l'avènement du mouvement hippie, oui, donc, qui est né dans les années 60, et la révolution intellectuelle qu'il y a eu à l'époque, les jeunes avaient soif de connaissances, avaient soif d'indépendance et de liberté. On parle d'une époque où on était en plein dans la guerre du Vietnam, où, si je me rappelle bien, c'était Nixon qui avait été élu président, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un clash générationnel entre la vieille et la jeune génération. Et du coup, ce code-là, en fait, a fini par imploser, et ça nous a permis, enfin, ça a permis aux États-Unis
de pouvoir aller au-delà de ces codes et de pouvoir voir des films, des films comme, qui voyaient le jour comme Easy Rider, comme La Nuit des Morts Vivants, ce qui a permis à des réalisateurs qui sont maintenant des légendes entre guillemets. Je pense à Martin Scorsese, je pense à, j'ai pas envie de le citer, mais bon, le film va parler de Roman Polanski qui à l'époque aussi, voilà. J'aime pas, enfin bon. Bref, tout à part, voilà. On y reviendra plus tard. et de pouvoir et de George Romero, voilà, bim. George Romero, bim. Donc, 1969, Once Upon a Time raconte l'histoire de Rick Dalton, joué par DiCaprio, et Cliff Booth, son cascadeur, joué par Brad Pitt. Brad Pitt, c'est ça. Et Cliff Dalton, Cliff Booth, Rick Dalton, Cliff Booth. Rick Dalton a été un célèbre acteur de western dans ces fameuses 30 années de l'âge d'or du cinéma, et maintenant en fait un acteur qui est un peu sur le déclin, un peu has-been, disons-le. Et on va suivre en fait son parcours pour essayer de sauver sa carrière et avancer dans ce Hollywood qui est complètement confronté. Rick Dalton, Leonardo DiCaprio joue un acteur comme il y en avait plein à cette époque-là, c'est-à-dire des John Wayne, des Eastwood et surtout Steve McQueen qui est dans le film qu'on voit, et d'ailleurs le film est truffé de références partout, tout le temps, il y en a plein. On voit que Tarantino a adoré faire ce film, mais vraiment c'est quelque chose qui lui, je pense, lui tenait à cœur, devait le remuer depuis un certain temps, parce que ce film-là est peut-être, de mon point de vue, Nico je pense qu'il est d'accord avec moi aussi, mais peut-être le moins accessible des Tarantino, parce que c'est un film de cinéphile fait pour des cinéphiles, et ça se retrouve dans les plans, dans les plans, les références, Et ce que je disais moi dans mes petites notes, c'est que ce film c'est une espèce d'easter egg de Tarantino, quoi. Oui, c'est tout ce qu'aime Tarantino en un seul film, compressé en 2h45, quoi. Et vous y retrouverez bien évidemment tous les codes des Tarantino, c'est-à-dire une BO d'enfer, les plans des plans voilà, et des dialogues, parce que moi Tarantino, l'une des raisons pour lesquelles j'adore Tarantino, c'est pour les dialogues. Voilà. Tarantino, il est au cinéma américain au niveau des dialogues ce que Bertrand Blier est au cinéma français. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu regardes un billet, tu sais que c'est un billet parce que tu as des dialogues dedans qui sont... Les vieux diraient un audiard. Comme je disais, à côté de l'histoire de Rick Dalton et de Cliff Booth, il y a l'histoire de Sharon Tate. Et c'est vrai que si vous ne connaissez pas l'histoire de Sharon Tate, qui était la première compagne de Roman Polanski, c'est très compliqué d'apprécier la fin et même la finalité même du film. Même de l'appréhender en fait, parce que quand vous savez dès le début qui est Sharon Tate, vous savez normalement comment finit l'histoire et où on veut vous emmener. Et vous la suivez, qui est joué par Margot Robbie, je l'ai pas dit, mais voilà, Margot Robbie. Putain, je parle trop vite. Margot Robbie qui la joue à la perfection, cette jeune actrice dans le vent qui commence et qui est un peu espiègle entre guillemets, vent de liberté. Et du coup, quand on connaît pas l'histoire de Sharon Tate, on peut se demander pendant le film l'intérêt de Sharon Tate pendant tout le film. Ah oui. Donc en fait, si vous voulez aller voir le film, allez voir d'abord sur Wikipédia l'affaire Sharon Tate, et après vous irez voir le film. Mais c'est vrai que connaître l'histoire de Sharon Tate permet, je pense, de mieux apprécier la finalité du film, en plus que de tout ce qui est l'hommage de Tarantino envers le cinéma et ce qu'il aime. Et ça va être comme ça pendant tout le film, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, Cliff Booth se rend dans le camp des hippies, qui était le camp de hippies de Charles Manson, où vivait toute sa communauté, hippies dégénérés complètement perdus. Et en fait, il demande à voir le propriétaire qu'il connaît, parce qu'il l'a vu sur un tournage il y a quelques années.
Et il y a toute cette espèce de tension là, parce que dans le film, ils pensent qu'ils l'ont flingué. Ouais. Elle est hyper intéressante cette scène. Ça va très lentement. Et il y a une tension constante dans le film qui est vraiment pas aussi présente que dans Les 8 salopards. Et là, malgré tout le grand espace américain, Voilà. Il y a cette petite tension qui va monter, jusqu'au face-à-face avec la personne sur le cheval. Et si vous ne connaissez pas l'affaire Sharon Tate, que vous ne connaissez pas l'affaire Charles Manson et ses disciples, et la personne qui a exécuté Sharon Tate, vous ne pourrez pas comprendre cette scène et les scènes qui suivront. Parce que si vous ne connaissez pas, c'est Tex, je crois, son nom, oui. vous n'aurez pas peur en fait. Vous n'aurez pas cette crainte en le voyant, en vous disant, tiens, Brad Pitt est en danger en face là, Oui. parce que c'est lui là. Parce que si vous ne connaissez pas cette affaire, vous allez juste voir un espèce de hippie tout maigre et vous allez dire, il va faire quoi lui? C'est un hippie sur un cheval qui essaye de menacer Un cascadeur quoi. un cascadeur. Voilà. Et pour résumer, je dirais que c'est, je pense moi, l'un de ses meilleurs films. Et je dis ça à chaque fois que je vois un Tarantino, mais C'est probablement un de ses meilleurs, mais c'est clairement celui qui va diviser le plus en termes d'attente. après il a toujours du fait tous les cinéma films. Voilà. À l'époque de Cannes et de Pulp Fiction, quand il avait eu la palme à Cannes, il avait été hué dans la salle. Je sais pas si je dirais que c'est le film de la maturité, parce que j'ai Ça, pas c'est- envie que ça, Tarantino c'est vraiment- soit mature. C'est vraiment une question de. C'est vraiment une réplique du journaleux. Ouais, t'as vu. Est-ce que Allez. c'est l'album de la Est-ce que maturité? c'est l'album de la maturité? Tu fais un deuxième album, c'est l'album de la maturité. Une rame de référence que j'ai pas compris, ce film est tellement bon. Non, mais je pense que c'est. Par contre, c'est la quintessence même de tout le cinéma de Tarantino. Ouais, là il a fait son max. Et sachant qu'il s'est dit qu'il s'arrêterait à 10 films, lequel sera le dernier? On sait pas. Le Star Trek, un autre, on s'en sait rien. J'aimerais Voilà. j'aimerais bien voir ce Star Trek par Tarantino, ça peut être très drôle. Et voilà. Et il me déçoit que très rarement en fait. Des illusions sur plein de choses, mais pas sur Tarantino en vieillissant, tu vois. Voilà, Donc pour quoi l'instant, pour moi, c'est un sans faute. Bon, alors maintenant, on va parler d'autres films. On va arrêter avec Once Upon a Time. Allez voir Once Upon a Time quand même. Donc, sans transition, on va changer de film, parce qu'on Ouais. a dit qu'on parlait pas que de Once Upon a Time, mais apparemment déjà on a beaucoup trop déblatéré dessus. Donc hop, on enlève tout le décor, allez hop, ça dégage. On dégage le décor. On parle plus de Tarantino jusque dans 5 minutes. Tac. Voilà. Ça Et fait- on va vous parler de ce deuxième film qui est Toy Story 4, parce qu'on 4. on avait fait la vanne dessus à la fin de la vidéo sur Parasite, on dit peut-être qu'on reviendrait pour parler de Toy Story 4. On va faire un petit point sur Toy Story 4. Voilà. Toy Story 4, pour moi, je te laisse parler après Nico. Non, bougie. Quand j'ai appris sa sortie, c'était une angoisse terrible. Ah, mais ça a été une angoisse pour moi aussi, parce que Une grosse angoisse sa mère, hein, c'est-à-dire, déjà je Toy me Story- réveille la nuit, tout ça, genre, mais pourquoi ils font ça? Déjà, Toy Story 3, au moment de son annonce, pour rappel, Toy Story 3, c'est sorti en 2010, nous sommes en 2019. Et surtout que la boucle était bouclée avec Toy Story 3. Là, déjà avec Toy Story il y a- 2, Toy Story 2, la boucle était bouclée. Toy Story 3, c'était déjà... Toy Story 2, je dirais pas que la boucle était... Pour moi, Oui, elle était mais- pas bouclée, parce qu'il y avait... Oui, mais il y avait moyen de faire des choses, mais Toy Story 3, déjà à Il l'époque, n'y c'est avait pas ce l'annonce. côté renaissance qu'il y avait Ouais. dans Toy Story 3. C'est-à-dire qu'en fait, dans Toy Story 3, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais spoiler, je vous emmerde, le film est sorti il y a plus de 10 ans, conclut sur effectivement que, en fait, rien ne se perd, grosso modo, tout se transforme. C'est-à-dire qu'en fait, Andy va aller donner ses jouets à un autre enfant et lui dire « Fais-y attention, c'est des jouets qui m'ont accompagné longtemps, je les aime beaucoup. Je te les donne, amuse-toi avec, il faut que tu joues avec, mais prends-en soin. » Et il confie Woody, qui à la base il voulait garder, mais au final il lui dit, bon voilà, ce cow-boy a été le cow-boy qui m'a accompagné toute mon enfance, je veux bien te le laisser. Et on conclut sur les jouets qui ont une nouvelle famille et qui ne vont pas finir à la décharge. Parce qu'il y avait dans le film, dans le 3, cette espèce de scène horrible où effectivement ils arrivent tous à la décharge. Et ils vont tous brûler. Ils finissent dans Le compacteur. le compacteur, la fonderie, et ils acceptent plus ou moins tous leur sort. Et là, tous les gens qui ont vu Toy Story 1 à l'époque, comme moi, dans la salle, normalement, étaient en pleurs, en sueur, ça sentait le... Ça sentait le plastique Ah brûlé ouais, ça parce que sentait la fin... ça sentait la transpiration, surtout. Voilà. Mais bref. Et la fin du 3 est une belle conclusion, et on se disait,
putain, ils ont réussi à faire... Ils ont Trois films encore de en faire qualité. 3 films de qualité qui se rajoutaient à chaque fois. Alors quand on a annoncé le 4, moi j'ai comme quand tu vas dans une eau un peu froide, quoi, j'avais la peau du match 4. Tu vois, Le chat. ouais, c'est ça. Et les poils du dos qui s'hérissaient. Je me dis, bon, pourquoi faire un 4 On va faire un 4, le 3 c'est très bien. En Voilà. conclusion. Conclusion ouverte, certes, mais conclusion quand même. Et comme toujours, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, on peut se tromper. J'ai adoré ce film, j'ai trouvé qu'ils arrivaient à rajouter quelque chose à l'histoire, ils arrivaient à rajouter quelque chose, c'est très centré sur le personnage de Woody, là. Encore une fois. On voit beaucoup moins on peut les personnages regretter, annexes, mais... on peut regretter que Buzz l'éclair ait un rôle moins important et un peu benet, j'ai un peu trouvé... Ah, je le trouve moins bené que dans le 1, moi, quand même. Oui, non, mais dans le 1... Le personnage de Buzz s'améliore, hein. Il est vraiment Non, mais con c'est- comme Oui, comme un jouet. comme un jouet, ouais. Non. Non, mais c'est parce que dans le premier, c'était un ranger d'espace. Dans le deuxième, il grandit. Dans le troisième, il se finit en espagnol. Et là, dans le quatrième, il suit beaucoup trop sa voix intérieure pour moi. Mais à part ça, c'est vrai que Vivre ta voix intérieure. Buzz, on le voit un peu moins, ce qu'on peut regretter, mais en fait, c'est inhérent au voyage initiatique de Woody, en fait. Parce Qui que est là, assez Parce intéressant. que là où tous les jouets ont transité de Andy à la nouvelle propriétaire qui s'appelle Bonnie, Voilà. Andy finalement, malgré tout ce temps, n'est pas passé à autre chose. Woody, Woody n'est pas pas... Andy, t'as dit. J'ai dit Andy. T'as dit Andy. Oui, bah Andy, Woody n'est pas passé à autre chose. Woody C'est en n'est fait, pas- c'est surtout que Woody n'est pas passé à autre chose et que Bonnie, en fait, joue très peu avec Woody parce que c'est pas son jouet préféré. Et en fait, c'est un peu, oui, effectivement, la catharsis de Woody et ce qui va l'amener en fait à essayer d'être plus présent pour Bonnie et Un dans- peu trop. un peu trop, et en fait dans cette succession d'événements il va se perdre dans une fête foraine. dans une fête foraine, et il va retrouver la fermière, La bergère. la bergère, qui elle aussi a bien évolué. Et Nico, je vais si tu as des choses à dire sur la suite. Je trouve que moi je vais conclure là-dessus. Je trouve que, parce que j'ai beaucoup parlé en première partie, c'est un film excellent. J'ai adoré Toy Story 4. Je trouve que ça rajoute de la profondeur et de la maturité à ce que sont ces 4 films. Et voilà, c'est comme quand vous allez voir, pour moi ça reste les Pixar, même si De maintenant référence. c'est Disney Pixar, mais ça restait les Pixar de référence. Toy Story 1 était le premier film d'animation En 3D. en 3D, En image de en synthèse. image de synthèse qui a été fait. Et quand vous voyez ça aussi, sur l'aspect technique, mais il y a le début avec la pluie et tout. Toy Story 4, c'est une claque visuelle. Le 3 était hyper beau, mais là ils ont encore... Après, pour leur défense, ça reste Disney et qu'on pense qu'on veut, on va pas se mentir. Visuellement, les Disney et les Pixar, c'est toujours une claque visuelle. Toy Story en est l'exemple. Ouais, mais tu vois, Voilà. par exemple, Les Indestructibles 2, qui est magnifique, Oui. était quand même moins... Enfin, moi j'ai été vraiment halluciné par la pluie. La Oui, non, mais scène de la les- pluie, les- avec les feuilles et la pluie qui tombe sur le jouet. Je pense que moi, les deux meilleurs effets pour se rendre compte de la qualité technique du film, c'est la scène de la pluie tout au début et les reflets sur le corps de la bergère qui, Ah oui, techniquement, ça aussi c'était ouf. est en porcelaine en fait. C'est Ouais. pas un jouet en plastique. Les textures, ils reproduisent vraiment bien les textures. C'est vrai que le texture de la bergère en porcelaine, tu le vois, tu le sens, tu sais qu'elle est fragile, quoi. Oui. Et en même temps, le personnage est hyper solide en fait. Elle a évolué, elle s'est émancipée. C'est hyper intéressant le personnage de la bergère, et la bergère qui va être là pour recadrer un peu Woody et pour casser ces espèces de gros principes Qu'il qu'a faut Woody. appartenir, et il faut appartenir à l'enfant. Voilà, qu'il faut appartenir à l'enfant, et que sans l'enfant, le jouet n'est rien, en fait. Un truc hyper intéressant aussi dans le film, on voit la création d'un jouet, de comment naît un jouet, comment le jouet s'anime, en fait. On va pas vous en la personne de Bonnie et de Fourchette. Bonnie et Fourchette. Bonnie qui crée Fourchette. Oui. Bah Bonnie crée Fourchette et bah c'est pas un spoil parce que tout le temps c'est l'histoire même du film, c'est Fourchette
prend vie et Fourchette, malheureusement pour lui, est un déchet. Et donc toutes les premières minutes de sa vie, c'est déchet, poubelle. Lui, sa fonction de vie, c'est être un déchet et d'aller à la poubelle. Il n'est pas censé vivre. Et il est d'ailleurs très bien interprété en français par Pierre Ninet, hein, comme quoi... Oui. Comédie française, hein, des fois ça donne d'excellentes choses. Et voilà, et Fourchette est très drôle d'ailleurs aussi. Mais ça prouve comment sont nés les jouets, parce que c'est vrai que c'est un peu une question mystérieuse depuis Toy Story 1, c'est pourquoi les jouets sont vivants. Et en fait, même si c'est pas dit explicitement, je pense que la réponse est simple, c'est le cœur de son propriétaire qu'il met à travers ses jouets. Ouais. Voilà, et j'ai envie de dire... qu'il met dedans dans la création du jouet. Voilà, son amour. Son amour envers le jouet, ce qui lui donne vie. J'ai l'impression de dire un speech de Kingdom Hearts. Mais ouais. Voilà, la création du jouet, ça restera un mystère quand même pendant le film, mais je pense que ça vient de là et c'est ce que ça a raconté. C'est-à-dire que du moment où on a attaché quelque chose, ça a une histoire et ça a une vie, malgré son côté totalement immatériel. Quelque chose à rajouter ? Non, Toy Story c'est très bien. La fin arrive à être aussi bien que le 3. Aussi émouvante. Aussi émouvante, dit-il, parce qu'il a chialé pendant le film, j'étais à côté de lui, donc je sais de quoi je parle. Mais ouais, Toy Story 4, ben, c'est con à dire, ça fait un peu de mal, mais il était vraiment très bien, parce que quand on annonce des suites... Voilà, Toy Story, pour moi, c'est un sans faute sur les films, et l'autre saga d'animation qui a fait tout aussi bien du 1 au 3 sans se rater, pour moi, c'est la saga Dragon chez DreamWorks. C'est que, voilà... C'est du même acabit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un épisode à jeter. Ils sont tous à voir, ils sont tous d'excellente qualité. Et maintenant, pour être beaucoup plus méchant, on va parler de Disney. Disney, sa passion pour les remakes. Et en l'occurrence là, le remake du Roi Lion. Alors là, ça va être sanglant. Hein. Je vais rien dire. C'est Nicolas qui va en parler parce que je n'ai pas vu et que je ne trouve pas d'intérêt à ces remakes en live en fait de ce qu'était Aladdin, de ce qu'a été le Roi Lion. Il y avait le livre de la jungle, la Belle et la Bête. Il y a eu Cendrillon, alors tout le monde l'a oublié, mais il y a eu Cendrillon. Pas bien aussi. Et prochainement La Belle et le Clochard, mais allez voir l'image, ça fait peur. Hein. Voilà. Ça donne pas envie. Enfin, bon, bref. Mais je pourrais faire un débat. J'arriverai pas à être. Non, si, je ne serai que ça en fait. Oui, voilà. Donc, objectif là-dessus. Donc, j'ai pas été bien objectif sur Tarantino aussi, mais. Certes, mais on était d'accord. Voilà, donc. Nicolas, dis-nous ce que tu as pensé des films du remake. Non, alors, il y en a eu 2 cette année qui étaient Aladdin et le Roi Lion. Alors, je vais pas parler d'Aladdin parce qu'Aladdin, je vais juste l'inclure, je vais dire une phrase dessus en parlant du Roi Lion, mais je vais prendre l'exemple type du Roi Lion parce que les remakes live de Disney, jusqu'à présent, pour ceux qu'on vient de citer, avaient la à peu près bonne idée d'essayer de prendre un angle différent par rapport au dessin animé. Ils rajoutaient toujours des choses, ils essayaient de prendre un angle légèrement différent pour justement donner un intérêt à voir le remake sans qu'on se dise « mais de toute façon je sais ce qui va se passer, je l'ai déjà vu en dessin animé ». Que ce soit La Belle et la Bête et les autres, il y avait forcément un intérêt moindre, mais un certain intérêt à le redécouvrir en version live. Là, le Roi Lion, le problème, bah c'est que c'est le Roi Lion. Littéralement, c'est le Roi Lion de A à Z, sauf qu'on lui a donné un aspect documentaire de chez National Geographic. Alors oui, certes, c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître, visuellement, c'est beau. C'est que de la CGI partout, à part le premier plan du film, mais faut quand même reconnaître que Simba en lionceau, t'as bien envie de lui faire des papouilles. Faut reconnaître que c'est beau, il y a certains plans pas tout à fait, mais c'est beau. Le problème, c'est que être beau, ça fait pas tout. Le Roi Lion étant le Roi Lion de A à Z, bah... Je fais un petit temps mort, juste coupé, juste pour dire qu'effectivement, c'est un truc que j'ai remarqué, et qui m'énerve, au plus haut point,
On va faire un petit parallèle avec le code Hayes, d'ailleurs, là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont, Ah oui, je sais ce que tu vas dire. Ils ont fait une reproduction à l'identique des animaux, qui est magnifique, je suis d'accord avec Nicolas là-dessus. J'ai pas vu le film, mais vu qu'on bosse dans le cinéma, quand je fais le tour des salles, je vois à peu près les images. Le phacochère ressemble à un phacochère, le lion ressemble à un lion. Et la mangouste ressemble à une mangouste. La mangouste. Alors ça, il y a mais rien à dire Sauf là-dessus. qu'il a le syndrome zootopie. Voilà, exactement. Les animaux non pas de testicules, enfin d'appareils reproducteurs. À aucun moment, ils n'y sont pas. C'est-à-dire qu'on les a complètement châtrés. Oui, bah littéralement, c'est châtré. C'est ça, quoi. C'est-à-dire, on veut faire le Roi Lion avec réaliste, mais on va complètement effacer la notion de reproduction chez les animaux. Bon, alors est-ce que oui, mais c'est un Disney, oui, mais alors pourquoi l'avoir fait réaliste l'avoir fait réaliste? Quel était l'intérêt de ce truc-là? Si effectivement les enfants qui vont regarder un documentaire animalier sur Arte, ils vont voir la reproduction des lions. Voilà. Il y a rien de choquant là-dedans. Tout le monde est au courant, on le sait tous. Voilà quoi. Mais voilà, donc c'est très beau. C'était tout. Maintenant, voilà. je vais En plus, c'est vrai, à un moment je vais en parler, mais voilà. C'est très beau, mais en fait, on va pas se mentir, ça ne sert à rien. Et je dis ça en ayant pleinement conscience que je suis allé le voir et que j'ai vu tous les autres précédents que j'ai cités. Mais, par exemple, Aladdin qui est sorti cette année, bon, j'en parlerai pas parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose. Les remixes des chansons, c'est sympa certes, mais on s'en fout. Et le seul intérêt du film, c'était la chanson de Jasmine. Jasmine, dans Aladdin, n'avait pas de chanson. On sait faire un film, jamais voir un Aladdin plus mauvais que ceux de Kev Adams, bah si, ils l'ont fait. Non, pour le coup, non, quand même. Je préférerais encore revoir celui-là que revoir les Aladdin de Kev Adams. Parce qu'il y avait la chanson de Jasmine. Jasmine, dans le Aladdin original, n'a pas de chanson. Là, ils lui en ont fait une. C'est sur son émancipation en tant que femme et au fait qu'elle veut s'exprimer. La chanson et la mise en scène sont très bien. Pour ça, le film, au moins, il a cette scène. Le problème, c'est qu'il n'y a que cette scène d'intéressante dans le film, dans Aladdin. Et donc, à la limite, allez la voir sur Internet. Mais le Roi Lion, en fait, c'est le Roi Lion de A à Z. Il savait tellement que le Roi Lion allait marcher que s'il prenait la moindre, ne serait-ce que route différente pour faire le Roi Lion, tout le monde allait gueuler. Du coup, ils ont fait le Roi Lion, mais en version National Geographic, comme j'aime l'appeler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, vu que tout... Et on sait tout ce qui va se passer, il n'y a aucune surprise, on sait quel moment on va arriver, ils ont juste rallongé 2-3 scènes, et c'est tout. Donc en fait, c'est pas qu'on se fait chier, hein, mais en fait, c'est tout, c'est juste le Roi Lion. Et il y a un problème, parce que certes, c'est le Roi Lion, mais on n'oublie pas que les animaux, ils parlent dans le Roi Lion. Ça marche pas. J'avais le même souci avec Aladdin. Le problème d'Aladdin, c'est que c'était tellement ancré. Le problème d'Aladdin, c'est que c'était tellement ancré dans le réel que tout le côté loufoque du génie était passé à la trappe, rendant le génie, en termes de gaulerie, totalement obsolète. Le Roi Lion, c'est pareil. Le problème hyper réaliste des lions fait que quand ils parlent, il n'y a pas d'âme. On sait qu'ils parlent, on voit un léger mouvement de lèvres, mais il n'y a aucune âme qui transpire des animaux. C'est-à-dire que c'est limite, c'est pas l'Uncanny Valley, mais c'est extrêmement bizarre. Et du coup, c'est dur de s'attacher à eux. Et pourtant, on les connaît tous, hein, les persos. Mais on n'arrive pas à s'attacher à eux. Il manque totalement d'âme. Et il y a un truc qui n'aide absolument pas au manque total d'âme. Je viens de dire manque, je m'en suis totalement rendu compte. Ce qui manque totalement au manque d'âme, c'est... ce qui n'aide pas en tout cas... c'est le doublage français. Je suis quelqu'un qui défend le doublage français quand il peut, et dès que possible quand c'est bien fait. Sauf que là, je suis obligé de reconnaître qu'autant la version la version américaine a un doublage de... Faut te mettre de ma gueule avec Margot Robbie. Robbie. Oui, mais moi je bute sur des mots, pas sur des noms d'acteurs. Mais le casting vocal, pas le doublage, parce qu'en vrai c'est pas du doublage qu'ils font. Le casting vocal américain a quand même Donald Glover en Simba, ils ont Beyoncé, ils ont des acteurs avec des noms imprononçables mais que j'adore. J'ai un trou soudain mais je les adore tous. Et aussi James Earl Jones, la voix originale de Dark Vador et voix originale de Mufasa.
Mais eux, ils ont un excellent casting vocal. Nous, en français, malheureusement, le casting vocal... Voilà. Je vais pas le citer, je pense que vous êtes déjà au courant qu'il y a au moins Jamel Pour le lavabo, il est laid. Voilà, il y a au moins Jamel Debbouze dedans. Enfin bref, il y a des star talent, mais malheureusement, ils font pas le taf hyper correctement. Et c'est vrai. Jamel Debbouze qui était aussi dans Toy Story. Oui, mais voilà. Là pas trouvé particulièrement dérangeant. Dérangeant non plus, mais là, dans Le Roi Lion, bah en fait le problème c'est qu'il m'a un peu dérangé. Mais il fait qui dans Le Roi Lion? Il fait Timon. Il fait Timon. Timon est joué par Jamel Debbouze, Pumba par Alban Ivanov. Ok. Voilà. Ok. Ryan Bensetti fait Simba adulte et... Par contre, Jean Reno revient en Mufasa, ça c'est cool. Ça c'est... Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Jean Reno doublait Mufasa dans Le Roi Lion en 1994. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Bref, le doublage français est pas ouf, ce qui enlève beaucoup au film. Et les chansons... Bah c'est pas mieux, ont été adaptées de l'anglais pour coller à une certaine scène à l'époque. Et il y a le même souci qu'Aladin. Et bah du coup, une fois qu'on les transpose en live, la scène marche beaucoup moins bien. Enfin, dans Aladin, regardez ce rêve bleu sur la version live, il y a rien qui colle. De A à Z, il y a absolument rien qui colle. C'est un massacre de synchronisation labiale. Et ils ont essayé de sauver les meubles aussi avec Je suis ton meilleur ami en essayant de changer 2-3 paroles pour que ça colle à l'image. Le problème de la traduction un peu, pas hasardeuse hein, certes, mais quand c'est un dessin animé ça passe, quand c'est un film live moins. Le Roi Lion a le même souci. Et en plus j'ai un problème avec le doubleur de Simba jeune qui pendant Je voudrais déjà être roi en fait des caisses, littéralement, en mettant de la réverb et autres effets de voix pour montrer, regardez, je sais chanter et faire des notes comme n'importe quel autre grand chanteur. Voilà, sauf que t'es un gamin et ça s'entend que tu en fais des tonnes et c'est très dérangeant quand tu chantes. Voilà. Donc, Le Roi Lion, est-ce que c'était utile? Non. Est-ce que ça vaut le coup d'absolument venir le voir en 3D parce qu'il y a des gens qui nous demandent la 3D? Absolument pas non plus d'ailleurs. Elle ne sert à rien la 3D, je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument voir la 3D, en plus vous payez plus cher. Ça, c'est votre problème, cela dit. Donc non, Le Roi Lion, bah quitte à voir Le Roi Lion et quitte à voir Aladin d'ailleurs, autant mater la version originale en dessin animé, c'était bien mieux, voilà. Ah, je pense qu'on a fait le tour. Oui, non, j'ai oublié de dire un truc, oui. Dora l'exploratrice, c'est bien, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Putain, le mot de la fin. Juste pour embêter. On va revenir bientôt, parce qu'il y a ça qui sort cette semaine. C'est quoi qui sort? Hits. Ça. Hit Chapter 2. Ouais. Qui est juste là. Qui est juste là. Et qui est juste là derrière. Qui est juste derrière nous, quoi. Et qui est par là dans le... Voilà, il y a ça qui sort le 11 septembre. Donc moi je vais essayer de me dépêcher à monter cette vidéo, vous l'envoyer. Et la semaine prochaine, en enregistrer une autre sur ça, chapitre 2. De Buccetti, dont j'ai vraiment envie de parler, j'avais vraiment surkiffé le premier, et surtout en fin d'année. C'est pas Muccetti? Buccetti, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai entendu Buccetti. Ah non, Muccetti, c'est pas la même chose. Buccetti, c'est pas la même c'est pas la même chose. Muccetti. Et voilà. Donc, et puis en fin d'année, il y a surtout Star Wars épisode 9 qui sort. Il y a la Reine des Neiges 2. Il y a la Reine des Neiges 2. Peut-être qu'on fera une conclusion de Star Wars et qu'on parlera de la Reine des Neiges 2. Pour gagner du public très jeune. Voilà. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez et on se revoit bientôt. Allez, bisous les gens. Salut. Ciao. On n'est pas dans Inglourious Basterds. Au revoir, Shoshana, ça y est, on dérive, j'en ai marre. Non, j'en ai pas marre, c'est pas vrai, je suis content. Où le chat? Pense au montage. Ça va être horrible, j'ai encore me vendre la tête, je vais me dire mais ferme ta gueule pendant que je monte, ferme ta putain de gueule et va niquer ton oncle.